Clément, j'arrête de faire la première part Moi, je me disais, éventuellement. ça m'intéresse. Non, tu t'en vas Cool. D'accord. Ça va être On va sympa. reprendre les gars. Alors, si jamais, là, il y a une chronique, si jamais tu veux avant. Et sinon, on va vous dire la prochaine musique. Oui, moi je suis prête. Vous venez d'écouter l'hymne à la différence de Salif Keita. Il est 18h27 et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus pour l'émission Quad 9 Doc, émission spéciale Saint-Valentin. Tellement spéciale que Clément ne nous parle plus d'économie mais d'amour dans sa chronique Avez-vous lu ? Avez-vous lu ? Bonsoir Clément. Bonsoir Barbara, bonsoir à toutes et à tous. Alors, quel livre tu nous présentes ce soir ? Alors ce soir ça va être Pourquoi l'amour est un plaisir, l'évolution de la sexualité humaine de Jared Diamond. Ok, bah écoute, on t'écoute avec attention. Eh bien c'est parti. Donc qui est Jared Diamond ? Eh bien ce charmant monsieur est né en 1937 à Boston. Il est physiologiste, biologiste de l'évolution et actuellement professeur de géographie à l'Université de Californie à Los Angeles. Et Jared Diamond est avant tout connu pour ses ouvrages de vulgarisation scientifique tels que Le troisième chimpanzé, De l'inégalité parmi les sociétés, également Effondrement et le livre que je vais vous commenter ce soir, Pourquoi l'amour est un plaisir. Donc quel est le propos général de cet ouvrage ? Eh bien, Pourquoi l'amour est un plaisir, Jared Diamond se donne pour objectif d'expliquer les spécificités des mœurs sexuelles humaines à l'aune des théories de la biologie de l'évolution. Pour rappel, la théorie de l'évolution, initiée par Darwin en 1859 dans son ouvrage De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, explique les mutations de très long terme que subissent les espèces animales selon le principe de sélection naturelle. C'est-à-dire que certaines adaptations permettent aux individus qui les portent de survivre et de se reproduire avec plus de succès que les autres, ce qui fait que ces adaptations surviennent de plus en plus fréquemment dans une population au fil des générations. Du point de vue des caractéristiques sexuelles des différentes espèces animales, le processus de sélection naturelle va ainsi favoriser les individus dont les gènes permettent de produire la plus grande descendance possible. Ainsi, l'auteur va montrer en quoi les spécificités de la sexualité humaine sont optimales du point de vue du principe de la sélection naturelle. Et donc, quelles sont ces caractéristiques si atypiques de la sexualité de l'être humain ? Grosso modo, l'auteur en dénombre 4, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que celles-ci ne sont pas spécifiquement propres à l'être humain de façon indépendante, mais c'est la combinaison de ces 4 caractéristiques qui sont propres à l'homme en tant que tel. La première, c'est tout d'abord une structure familiale de type nucléaire où un couple, père et mère, s'occupent de leurs enfants ensemble. Deuxièmement, l'ovulation cachée des femmes. En d'autres termes, les femmes ne sont pas en mesure de signaler aux hommes, par exemple par le biais de signaux visuels, olfactifs ou comportementaux, les périodes de fécondité et donc leur aptitude à la reproduction. Contrairement par exemple à la femelle chimpanzé qui par exemple a les lèvres qui deviennent rouges écarlates et qui se met accroupie devant son mari pour littéralement signifier sa phase de fécondité. Donc vous verrez que le signalement est relativement beaucoup plus caché, par exemple chez les êtres humains, vous en conviendrez. D'accord ? Voilà. La réceptivité, troisième point, la réceptivité sexuelle constante des femmes tout au long de leur cycle menstruel. En effet, contrairement à la très grande majorité des autres femelles du règne animal, les femmes sont en mesure d'avoir des rapports sexuels non seulement pendant leur grossesse, mais aussi directement après, c'est-à-dire lors de la période d'allaitement des enfants. Donc le point clé ici est de voir qu'à la différence des autres espèces animales, la sexualité vise avant tout le plaisir, tandis que les finalités pleinement reproductives de l'acte sexuel arrivent dans un second temps. Et troisième caractéristique, la ménopause des femmes, c'est-à-dire une interruption complète et brutale de leur fécondité, suivie d'une période encore relativement longue de leur existence. Et ces 4 caractéristiques de la sexualité humaine sont, d'après Jared Diamond, tout aussi importantes pour distinguer l'homme du reste des animaux que la taille de notre cerveau ou encore le fait que nous nous tenions debout. Alors, premier point, qui s'occupe des enfants ? Alors, de façon générale, chez les différentes espèces animales, Jared Diamond montre que 3 facteurs vont influencer le degré d'implication du mâle et de la femelle auprès de leur progéniture. Le premier point, c'est l'effort initial consenti par chacun des membres du couple dans la production de leur descendance. Ici, il est évident qu'il y a une forte dissymétrie d'efforts consentis entre le père et la mère dans la conception d'un enfant, la mère investissant un temps et un niveau d'effort considérablement plus long que le père.
Deuxièmement, ce qui me plaît plus, les occasions de reproduction manquées dues à la présence prolongée au sein de la cellule familiale. Là encore, les mères sont fortement désavantagées par rapport aux pères, dans la mesure où celles-ci, après avoir été fécondées, ne sont pas en mesure d'avoir d'autres enfants pendant un temps relativement long qui correspond à la fin de la période de l'allaitement. A l'inverse, vous en douterez, chez les mâles, une fois l'acte reproductif accompli, celui-ci est pleinement en mesure de s'accoupler avec d'autres femelles. La certitude, troisième point, de la paternité. Dernière grande caractéristique pour induire si le père et la mère s'occupent des enfants, le partage des tâches dans le couple. Dans le monde animal, la certitude de la paternité. Chez les mammifères à fécondation interne, comme les êtres humains, le processus de maturation d'un embryon se passe au sein de l'organisme de la femelle. Or, puisqu'il est possible que cette dernière ait plusieurs rapports sexuels à l'issue desquels un seul sera associé à la naissance d'un enfant, les mâles ne sont donc pas certains que l'enfant qu'ils ont sous les yeux soit le résultat de leur propre insémination. Et dès lors, ces trois facteurs combinés jouent en défaveur de la femelle et conduisent les mâles à délaisser, dans le monde animal, la plupart du temps, leur couple une fois l'acte reproductif accompli, afin de chercher de nouvelles compagnes auprès desquelles ils pourront s'accoupler de nouveau et ainsi maximiser le nombre de leurs descendants auxquels ils pourront transmettre leurs gènes. Mais alors, dans ce cas, comment expliquer que la plupart des structures familiales humaines soient de type nucléaire ? C'est ici que les autres caractéristiques de la sexualité rentrent en jeu, et tout particulièrement féminines, à savoir la dissimulation de l'ovulation et la réceptivité sexuelle constante des femmes. Sur ce point, deux théories majeures ont été développées afin d'expliquer l'utilité de ces deux caractéristiques de la sexualité féminine. Bien que celles-ci soient antagonistes quant à leurs origines, de la dissimulation de l'ovulation et de la réceptivité constante des femmes, ces théories visent toutes deux à rendre compte de la même chose, à savoir garantir la survie du plus grand nombre d'enfants possible et s'assurer de l'engagement du père auprès des enfants. La première, c'est la théorie du papa à la maison, des biologistes Richard Alexander et Katharine Nohan de l'Université du Michigan. L'idée, c'est puisque le temps de maturation d'un enfant est particulièrement coûteux en effort physique pour la mère, celle-ci va s'assurer de la présence du père au sein de la cellule familiale, du part au moyen de la dissimulation de l'ovulation, incitant les hommes à maintenir leur présence auprès de leurs femmes s'ils souhaitent que l'acte sexuel aboutisse à la production d'un enfant qui soit effectivement d'eux. D'autre part, la réceptivité sexuelle constante des femmes vient renforcer le point précédent et a pour fonction de limiter les opportunités d'accouplement à l'extérieur du couple par les hommes. Dans cette perspective, ces deux caractéristiques de la sexualité humaine agissent comme un facteur de clarification de la paternité qui renforce la monogamie, seule à même de garantir la transmission des gènes du père et de la mère au plus grand nombre de descendants possible. La deuxième théorie, c'est celle des pères multiples de Sarah Hardy de l'Université de Californie à Davis. Et cette théorie prend directement acte de l'importance de l'infanticide dans le monde animal. Et que ce soit par exemple chez les gorilles, les chimpanzés, les lions, mais également dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, l'infanticide est généralement le fait d'un mâle adulte à l'encontre des petits d'une femelle avec laquelle il n'a jamais copulé. Pour les mâles, ces petits ne portant pas leur gène, il est inutile de consacrer du temps et de l'énergie à la survie de ces derniers. Ils seront par conséquent tués et leur mère sera de nouveau fécondée afin de donner naissance à des petits qui porteront les gènes du mâle en question. Ici, l'ovulation cachée et la réceptivité constante des femelles va dans ce cas permettre aux femelles de s'accoupler avec un grand nombre de mâles et ainsi créer le doute chez ces derniers quant à leur paternité potentielle. Dans ce cas, lorsque le mâle arrive à s'approprier les femelles avec lesquelles il a eu des rapports sexuels, celui-ci ne va pas tuer ses enfants qui pourraient potentiellement être les siens et ainsi s'occuper d'eux. On voit donc ici que la dissimulation de l'ovulation et la réceptivité constante de la sexualité féminine résultent d'une adaptation évolutive des femmes, permettant de réduire au maximum la menace que représentent les mâles adultes pour la survie de leur enfant. Toutefois, à la différence de la théorie du papa à la maison, ces caractéristiques sèment la confusion et détruisent la monogamie. Maintenant, troisième point. À présent, une fois que la cellule familiale est constituée, et compte tenu de la très longue maturation et donc vulnérabilité d'un enfant humain, la théorie anthropologique standard insiste sur le caractère, on va dire, universel de la division du travail entre les hommes et les femmes au sein de la cellule familiale. En gros, les hommes à la chasse, les femmes à la maison et à la cueillette. D'après Jared Diamond, si cette théorie était juste, deux prédictions devraient être validées. La première, c'est que les hommes devraient privilégier les activités de chasse à haut rendement, et deuxièmement, que le butin de la chasse devrait être entièrement partagé avec femmes et enfants. Or, il n'en est rien. Comme le montre Christine Hawkes de l'Université de l'Utah,
chez les Indiens hachés du nord du Paraguay, non seulement les rendements moyens de la chasse des hommes est inférieur au rendement moyen de la cueillette des femmes, et le butin de la chasse des hommes n'est pas partagé avec femmes et enfants, mais avec l'ensemble des membres de la communauté. Dans ce cas, afin de s'assurer de la survie du plus grand nombre d'enfants possible, les hommes auraient donc tout intérêt à renoncer à la chasse pour se consacrer à la cueillette. Deux stratégies que l'auteur nomme respectivement celle du bon père de famille et celle du fanfaron. Quelle est donc la logique associée au maintien de l'activité de chasse des hommes ? Christine Hawkes montre que les hommes adoptant la stratégie donc du fanfaron, c'est-à-dire la stratégie du chasseur, en raison du plus grand prestige social qui en résulte, ont une descendance plus grande que les hommes adoptant la stratégie du bon père de famille. Par conséquent, du point de vue de l'homme et de sa capacité à transmettre ses gènes au plus grand nombre de descendants possible, la chasse, bien que d'un rendement inférieur pour l'approvisionnement de sa femme et de ses enfants, constitue une stratégie viable et permet davantage d'opportunités d'accouplement avec le plus grand nombre de partenaires possible. Modalité, à quoi servent les hommes ? À rien. Pour finir, parlons rapidement de la ménopause et intéressons-nous à ce cas particulièrement intriguant du point de vue de l'évolution de l'espèce humaine, dans le sens où comment, en quelque sorte, la limitation précoce et brutale de la capacité reproductive des femmes permet-elle de maximiser la transmission des gènes au plus grand nombre d'enfants ? Comme le suggère Jared Diamond, la réponse se contient dans la formulation suivante, en faire moins pour en faire plus. Et ici, 3 facteurs vont expliquer la logique évolutionniste de la ménopause. Tout d'abord, la longueur de la maturation d'un bébé humain qui nécessite la présence prolongée de sa mère pour lui apporter des soins dont il a besoin, ne serait-ce qu'au niveau de l'allaitement. Le deuxième point, c'est le risque de mort en couche très élevé des femmes en raison de la taille particulièrement importante d'un bébé à la naissance, tout particulièrement, en termes de volume crânien. Et troisième point, le risque important de malformation génétique d'un enfant lorsque la mère a atteint un âge qui dépasse les 40 ans. Donc, cette quatrième caractéristique de la sexualité humaine, la ménopause, permet de limiter le nombre d'enfants qu'une femme peut avoir au cours de son existence afin de maximiser les chances de survie non seulement de cette dernière, mais également de ses enfants. Donc, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut voir ? C'est que Jared Diamond propose un regard original sur la sexualité humaine. Dans une perspective de très long terme, qui est celle du temps long de l'évolution, notre sexualité a un rôle décisif non seulement dans la survie de notre espèce, mais d'autre part, elle a eu pour rôle de conférer au plaisir une place prépondérante dans celle-ci, et ce, bien au-delà de la simple utilité reproductrice que l'on peut observer dans l'immense majorité du monde animal. Je n'ai pas le temps de Tu veux y aller ? Si, je vais faire un. Si. Ouais. Je suis désolé. Bon, écoutez, bon courage.